Corinne Narassiguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la numéro 2 du Parti socialiste, secrétaire national, et vous êtes engagée en politique en Seine-Saint-Denis désormais, après avoir commencé à La Réunion. La stratégie de déconfinement et de réouverture, avec les écoles notamment lundi, les restaurants probablement à la mi-mai, est-ce que cela vous semble raisonnable, volontariste ou téméraire ? Alors, je crois que pour les écoles, il faut faire attention à ce qu'on ait des bonnes conditions, c'est-à-dire on n'a pas suffisamment fait d'efforts pour vacciner tous les enseignants, donc je pense qu'il faut quand même revoir cette politique de vaccination. Il faudrait n'ouvrir une école que si l'enseignant est vacciné. Je crois que, en tout cas, déjà, il faut faire des tests massifs pour s'assurer que dès qu'il y a une détection de cas, on puisse fermer les classes. Parce que ça, on voit bien que c'est un lieu de circulation du virus qui est important. Mais il faut accélérer, clairement, la vaccination des enseignants pour toutes les classes d'âge, pas uniquement pour ceux qui ont plus de 55 ans. Et quand même, on a l'impression qu'ouvrir les écoles, c'est un impératif parce que les gens doivent aller travailler. Oui, bien sûr. Notamment les classes les plus populaires qui n'ont pas les moyens forcément de faire garder leurs enfants. Bien sûr, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même rester sur cette idée qu'on doit pouvoir réouvrir les écoles, parce que la question du décrochage scolaire en particulier, c'est toujours dans les milieux les plus précarisés qu'on voit le plus de décrochage scolaire, parce que les parents ne peuvent pas suivre les enfants à l'école, parce que souvent ils doivent travailler eux, et donc c'est très compliqué l'école à la maison. Mais évidemment, il faut s'assurer que ce ne soit pas des lieux de circulation importants du virus, et donc il faut prendre toutes les mesures pour ça. Dans un département jeune comme le vôtre, est-ce que les troubles causés par le confinement, on met la jeunesse sous cloche, ne sont pas plus graves socialement que les risques de l'épidémie ? Alors, bien entendu, il faut prendre en compte les questions, évidemment, de précarité, de grande pauvreté qu'on a aujourd'hui chez les jeunes, de santé mentale, et ça, c'est sûr. On a beaucoup d'augmentation de tentatives de suicide et même de suicide aujourd'hui chez les jeunes. Mais on ne peut pas aussi occulter le fait que le virus continue à circuler de plus en plus chez les jeunes et qu'on a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui entrent en réanimation. Et on sait que même quand on a un taux de mortalité beaucoup plus faible chez les jeunes, il y a des Covid longs, il y a des conséquences très longues aussi médicales. Donc il faut prendre tous ces facteurs de risque en cause. Il y a besoin d'un meilleur suivi, d'un meilleur accompagnement des jeunes par rapport à la question de la précarité en particulier et du fait qu'ils se sentent totalement isolés. Mais enfin, il faut continuer à prendre des mesures de freinage du virus. Alors la campagne de vaccination pendant ce temps s'accélère. Est-ce qu'en Seine-Saint-Denis, le manque de doses est moins criant qu'avant ? Alors ça va mieux. Je crois que dans l'ensemble de la France, on a plus de doses de toute façon. C'est vrai qu'avec l'ouverture à l'initiative de Stéphane Troussel et Mathieu Hanotin du centre de vaccination, absolument au Stade de France, les choses vont mieux. Rupture, ça, hein. Oui, absolument. Les choses vont mieux. On a en plus des prises de rendez-vous par téléphone qui facilitent les choses beaucoup plus. On a beaucoup plus de vaccination des personnes qui en ont le plus besoin, qui étaient le plus éloignées de ces circuits de vaccination. Internet, c'était compliqué pour elle. C'était compliqué pour beaucoup, oui. Est-ce que la population reste rétive au vaccin AstraZeneca, éventuellement au vaccin Janssen ? Est-ce que vous sentez un rejet ? C'est vrai que les questions qui ont été posées avec ces cas de thrombose, qui restent des cas extrêmement faibles, mais qui ont marqué les esprits, c'est vrai que ça pose problème. Et d'ailleurs, il faut expliquer, par exemple, à chaque fois qu'au Stade de France, c'est du Moderna, pour convaincre les gens d'y aller. Mais il me semble qu'on a une augmentation assez forte de la production au niveau européen du Pfizer, du Moderna et surtout du Pfizer. Donc j'espère que ça permettra quand même de convaincre un maximum de personnes de se vacciner au cours des prochains mois. Vous êtes candidate aux élections départementales. Est-ce que vous demandez la vaccination de tous les assesseurs des bureaux de vote qui se tiendront le 20 et le 27 juin ? Oui, je crois qu'il faut s'assurer que, parce que c'est pas vraiment les électeurs qui sont en facteur de risque quand ils viennent voter, c'est pas plus dangereux que d'aller faire ses courses. Mais par contre, ceux qui restent dans le bureau de vote toute la journée, ceux qui dépouillent, je pense qu'il vaut mieux qu'on puisse assurer leur vaccination d'ici au 20 juin. Je crois qu'on a le temps de le faire. Est-ce qu'il ne serait pas légitime de vacciner tous les candidats aux élections départementales et régionales ? Vous prenez des risques, vous rencontrez des gens, on vous protège. Oui, c'est une recommandation du Conseil scientifique. Je pense que si tous les candidats qui le souhaitent devraient pouvoir être vaccinés, oui. Le gouvernement a par ailleurs dressé une liste de nouvelles professions prioritaires pour la vaccination, ce qu'on appelle les travailleurs de première et de deuxième ligne, mais c'est toujours pour les plus de 55 ans. Qu'auriez-vous fait de différent ? Alors, je crois qu'il faut maintenant ouvrir sur vraiment tous ceux qui sont en première ligne, tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler
déployer et arrêter avec les critères d'âge. Bien sûr, il faut continuer à prioriser ceux qui sont les plus vulnérables, qui ont les plus de facteurs de risque au virus. Mais il faut non seulement protéger les plus vulnérables, mais il faut aussi casser les circuits de circulation de ce virus. Et donc, tous ceux qui sont en première ligne, tous ceux qui font des métiers qui sont particulièrement exposés, qui peuvent être aussi donc, porteurs et poursuivre la transmission du virus, doivent pouvoir être vaccinés aujourd'hui. Les terrasses à la mi-mai, les théâtres peut-être, les cinémas, allez, on y va ou c'est trop dangereux ? Alors, il faut regarder ça avec attention. Nous, on porte depuis un moment avec le Parti socialiste l'idée qu'il faut pouvoir réouvrir les lieux de culture, peut-être le faire par territoire. Il faut vraiment regarder la situation territoire par territoire, s'assurer qu'à chaque fois qu'on le fait, on peut garantir les gestes barrières, la circulation de l'air, etc. Et donc avoir ça, que ce soit puisse être ouvert dans de bonnes conditions. Je pense qu'on a tous besoin, non seulement le secteur artistique, alors les restaurants, les bars, il faudra faire très attention parce que là, c'est un endroit où on porte pas le masque. Donc c'est plus compliqué, mais il faut aussi commencer à le préparer. Oui. Mais je crois qu'on en a tous aussi besoin, nous. On parlait de santé mentale tout à l'heure. Oui, on a tous besoin de ça. Donc, il faut pouvoir le préparer, mais il faut le faire avec prudence, bien sûr, et regarder ça par territoire, encore une fois, parce qu'on a des situations très différentes selon les territoires. Le gouvernement a décidé de débloquer 10 millions d'euros, un fonds d'urgence pour aider les quartiers sensibles, et notamment en ciblant les projets entrepreneuriaux des jeunes femmes de moins de 25 ans. Bonne tactique ? Écoutez, c'est plutôt une bonne chose. On ne va pas dire le contraire, mais je crois que il y a plus largement, il faut faire attention à des mesures qui sont de belles communications politiques, mais qui cachent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt le désert pour le coup, qui est qu'il y a quand même un manque d'investissement général pour aider au rebond dans l'économie. On a déjà le ministre de l'économie qui ne dit rien par rapport au projet de Bercy de revenir à des politiques de rigueur le plus rapidement possible, alors qu'en réalité, on a besoin d'investissements massifs, même Joe Biden n'est pas exactement un gauchiste. On voit bien aux États-Unis, il y a vraiment cette réalisation que ce qu'il y avait, avec l'expérience notamment de la crise de 2008 financière, qu'il faut tirer ses leçons et donc dire qu'il faut faire de la dépense publique. On a un plan de relance quand même, puis on a le plan de relance européen. Ils sont bien insuffisants encore aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment d'investissement pour assurer la relance, non seulement de la production, mais aussi de la consommation. Et donc aussi du pouvoir d'achat. Le président de la République est allé à Montpellier lundi. Il a rencontré une maman voilée, mais qui était en demande de mixité républicaine à l'école. Et elle a eu cette phrase: mon fils m'a demandé si Pierre était un prénom qui existe vraiment. Est-ce qu'à Pantin, à Aubervilliers, on pourrait entendre cette phrase ? À Pantin, Aubervilliers, ce sont des endroits où il y a une grande mixité. Encore ? Bien sûr. Bien sûr. Alors évidemment, on a des problèmes de ghettoisation partout, y compris par rapport aux dérogations à la carte scolaire. Ça, c'est clair. Et donc, il y a des choses qu'il va falloir revoir. Il faut beaucoup mieux investir dans cet aspect de l'éducation nationale. Que ce soit de nouveau des vrais lieux de mixité sociale et culturelle, parce que il faut que la totalité de la diversité du pays puisse se reconnaître et se retrouver. Est-ce qu'il faut que l'État organise des bus pour que les enfants des quartiers défavorisés aillent à l'école dans les quartiers des riches ? Je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure solution. Je pense qu'il faut plutôt s'interroger sur l'existence de quartiers de riches, sur les politiques de logement social, de mixité. Enfin, c'est un problème plus général, d'urbanisme, d'aménagement, de décisions qui sont prises. En fait, il y a finalement au moins autant de ghettos de riches que de ghettos de pauvres. Donc il faut aussi repenser tout cela plus globalement et pas s'arrêter à des petites mesures qui sont un peu sparadrap. Dans les annonces sécuritaires du président lundi, il a relancé la lutte, mais tous azimuts, contre la drogue. Consommateurs, trafiquants, gros trafiquants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne dure ou est-ce que vous pensez qu'il faut expérimenter la dépénalisation du cannabis ? Je crois que Emmanuel Macron, là, c'est clair, il veut faire une campagne à droite, et donc il s'attache à les chiffons rouges habituels d'une campagne de droite. Et je suis pas sûre, il pense peut-être que ça va lui permettre de paraître fort face au Rassemblement national. Je suis pas sûre que cette tactique ait beaucoup profité à la droite dans le passé. C'est clairement pour moi une tactique électoraliste. Mais sur le fond, je crois qu'il se trompe. On voit bien que ces vieilles méthodes de prohibition, de dureté systématique, il faut distinguer le cannabis des drogues dures, évidemment. Je crois qu'il faut aussi regarder
autre chose. Il faut pouvoir mettre sur la table, il ne faut pas, comme ça, d'un revers de main, décréter que on ne peut pas examiner la question de la dépénalisation du cannabis. Il y a beaucoup de pays qui le font déjà depuis longtemps. Moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Ça fait une dizaine d'années que, État par État, ils le légalisent parce que, justement, il y a des bénéfices à ça. On a besoin de traiter l'addiction comme un phénomène, un problème médical et de libérer, de libérer beaucoup de quartiers de trafic, d'économie souterraine et de s'assurer que les policiers sont occupés à des tâches vraiment importantes pour la sécurité des personnes. La gauche a tenté le rassemblement samedi dernier, une première réunion, un programme commun, un candidat unique en 2022. Vous y croyez ou le temps est trop court ? Non, j'y crois vraiment et c'est une nécessité parce que sinon c'est assurer qu'il n'y aura pas de candidat de gauche au deuxième tour. Et dans la crise dans laquelle on vit, ça n'est pas acceptable. On a besoin d'avoir des politiques de gauche mises en place à partir de l'année prochaine. Parce que on voit bien qu'avec une gauche aussi fracturée, tout le monde, c'est mathématique. Hein, quand on a des candidats qui ne dépassent pas les 11 ou 12% au maximum, le second tour est inaccessible. Alors moi j'ai une solution simple. Hein. Yannick Jadot s'est retiré pour le candidat socialiste en 2017. Eh bien les socialistes se retirent au profit de Jadot en 2022. Je crois que c'est le sens de la réunion qu'on a tenue samedi et qui est vraiment un pas dans la bonne direction. C'est le début d'un processus qui n'est pas terminé, qui va être long, qui reste fragile bien sûr, mais dans lequel on est nombreux à s'être engagés. C'est une bonne chose. Il faut d'abord commencer par un projet. Il faut d'abord dire ce qu'on veut faire ensemble. Il faut un projet de coalition, un projet de gouvernement, parce qu'il faut que ce rassemblement soit crédible. Il ne faut pas qu'on commence par les histoires de personnes, sinon on va nulle part, on va tout de suite dans le mur. Et aussi parce que si les Françaises et les Français ont l'impression que il s'agit un peu d'une oukase, ils vont pas y croire. Alors le projet, d'accord, mais est-ce que les gauches sont désormais réconciliables ? Je pense notamment à un projet qui inclurait la France insoumise. Possible ? Alors il faut commencer avec tous ceux qui veulent participer à ce projet de coalition, parce que je pense qu'après il y a un effet d'entraînement. Et la réalité c'est que on a un socle commun qui est extrêmement fort, y compris avec la France insoumise. Il y a des différences, oui. Certaines vont probablement perdurer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur un projet de coalition sur les questions d'urgence économique, sociale, sur les questions écologiques. Ça va buter quand même sur un peu l'entêtement de Jean-Luc Mélenchon qui veut mener ce dernier combat à titre personnel. Oui, mais je pense que c'est aussi à lui de s'interroger sur cette question. Est-ce qu'il veut être aussi finir sa carrière politique sur un résultat où, par la division, la gauche a encore, pour la troisième fois, échoué au premier tour, troisième fois depuis le début de ce siècle. Corinne Narassiguin, merci, bonne journée. Merci.